Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un cours très intéressant en pneumophysiologie. C'est l'asthme bronchique, le diagnostic et la prise en charge. C'est le cours le plus important en pneumophysiologie. Vous auriez aussi besoin en pédiatrie. Le cours est rédigé par professeur Chokri de la faculté de Constantine. On va le discuter ensemble. Les objectifs du cours: situer l'ampleur de l'asthme et les autres allergies respiratoires, définir c'est quoi un asthme bronchique, décrire la physiopathologie de l'asthme et l'allergie respiratoire, situer le rôle de l'environnement domestique, professionnel et général dans l'asthme, établir un diagnostic positif, reconnaître les diagnostics différentiels, évaluer le contrôle de l'asthme et connaître le principe de la prise en charge et du traitement. On commence avec la définition de l'asthme. Alors, c'est quoi la définition de l'asthme tout d'abord? L'asthme, c'est un véritable problème de santé mondiale, c'est-à-dire que l'asthme est fréquent. Il touche tous les organes d'âge avec une prévalence qui augmente dans de nombreux pays. En fait, on voit que la fréquence de l'asthme augmente de plus en plus, surtout avec l'industrialisation, les usines et l'environnement pollué. Selon l'OMS, c'est quoi l'asthme? C'est une maladie non transmissible de première importance qui touche les enfants et les adultes. Tout d'abord, c'est une maladie qui n'est pas transmissible. C'est-à-dire, on n'a pas un gène spécifique qui se porte sur les chromosomes, qui se transmet d'une descendance à une autre et qui provoque ou bien son apparition comme caractère induit l'asthme. Malgré la baisse des hospitalisations et décès dus à l'asthme, parce qu'on a une prise en charge qui se développe de plus en plus, un fardeau sur le système de santé et sur la société. L'asthme comme maladie respiratoire a une ampleur et une lourdeur très importante, surtout sur le coût de la prise en charge. Ça coûte en général très cher. Voilà ici un peu d'épidémiologie, l'asthme en chiffres. On a une carte géographique qui répartit le monde. C'est la carte de l'asthme en 3 catégories. On a le noir, le bleu et le jaune. Et la différence de couleur permet de déterminer les zones avec plus d'asthme et les zones avec moins d'asthme. Les zones en noir, c'est l'Australie, un peu du nord américain, c'est supérieur à 10, c'est-à-dire la fréquence ou bien la prévalence de l'asthme. De 5 jusqu'à 9,9, on a la zone en bleu. C'est l'Europe, un peu de l'Afrique, l'Amérique du Sud, le Canada. Et en jaune, ce sont beaucoup plus les zones les moins affectées, les moins transmissibles de l'asthme. On a par exemple le Moyen-Orient, un peu du Nord-Africain. Vous avez aussi l'Italie par exemple. C'est la prévalence de l'asthme. Cette répartition géographique est déterminée bien sûr par plusieurs facteurs de risque, en particulier les facteurs de risque professionnels et les facteurs de risque de l'industrialisation, des usines, etc. Alors, la définition. On commence par la définition de l'asthme. C'est quoi vraiment l'asthme? C'est une maladie hétérogène caractérisée par une inflammation chronique des voies respiratoires. C'est une maladie hétérogène. Qu'est-ce qu'on désigne par une maladie hétérogène? Hétérogène, c'est-à-dire que l'asthme, dans sa physiopathologie ou dans les mécanismes qu'il induit, on a plusieurs facteurs qui concurrent pour avoir l'asthme. On ne peut pas attribuer l'asthme à un seul facteur, on ne peut pas l'attribuer à un seul mécanisme, ce sont plusieurs mécanismes qui se chevauchent pour donner la maladie. C'est un. Deux, c'est une maladie hétérogène dans sa clinique. On a une clinique vraiment riche de l'asthme. En général, ce sont des symptômes très variés et qui se caractérisent par une inflammation chronique des voies respiratoires. Donc l'asthme, c'est une maladie chronique, ce n'est pas une maladie aiguë. Et une maladie chronique, une maladie inguérissable. Donc c'est une maladie qui est dure dans le temps. C'est une maladie telle que, par exemple, la BPCO, ce sont des maladies chroniques.
Et les maladies chroniques nécessitent des prises en charge chroniques ou bien un traitement chronique, ou bien une prise en charge qui est continue dans le temps. Parce que la prise en charge de l'asthme, c'est une prise en charge à long cours. C'est pour ça que vous trouvez, par exemple, le traitement d'attaque et le traitement de fond. Il est défini alors quoi cette maladie hétérogène, cette inflammation chronique des voies respiratoires, définie par une respiration sifflante. Une respiration sifflante, c'est-à-dire, vous entendez ça à l'auscultation, qu'on a une respiration sifflante, on a des sibilants. En général, ce sont des sibilants. Un essoufflement, le patient est essoufflé, surtout à l'effort. Une oppression thoracique, la sensation d'une gêne à la respiration, la sensation qu'on est étouffé. L'atout aussi peut être un motif révélant de l'asthme, surtout l'atout matinal. Une limitation variable du débit d'air expiratoire. On va expliquer pourquoi c'est expiratoire. Une limitation variable du débit de l'air expiratoire. Donc on a, c'est ça, les symptômes les plus fréquents, ou bien les définitions qui décrivent mieux l'asthme, décrivent mieux ce que ressent le patient durant l'épisode de l'asthme. On a une respiration sifflante, l'essoufflement, l'oppression thoracique, l'atout, une limitation variable du débit de l'air expiratoire. Alors, ces symptômes, ce sont des symptômes variés, c'est-à-dire chacun décrit l'asthme de sa propre façon. Mais ils ont un point commun, un seul point commun qui est la variété dans le temps et dans l'intensité. Ces symptômes-là sont variables, tantôt dans le temps et tantôt en intensité. Variable dans le temps, c'est-à-dire ça peut survenir à n'importe quel moment. Alors, ils sont plus fréquents vraiment le matin ou bien d'une façon nocturne, mais ils sont variables dans le temps. Ça dépend de la durée aussi de l'épisode ou bien de la crise. Et ils sont aussi variables en intensité. Des fois, c'est intense, des fois, c'est un peu légère. Ça change avec le temps. Cette variété dans le temps et dans l'intensité survient chez un même patient. C'est-à-dire, pour un seul patient, on a cette variabilité dans le temps et dans l'intensité. Par exemple, la crise d'aujourd'hui, elle est une crise intense pour le même patient. Le mois prochain ou bien la période prochaine, ça va être une crise moins sévère. C'est ça ce qu'on désigne par la variation dans le temps et la variation dans l'intensité. Donc, vous avez une respiration sifflante, des essoufflements, une oppression thoracique. Vous avez l'atout, une limitation variable du débit expiratoire. Et le caractère commun, c'est la variation dans le temps et dans l'intensité. Alors, cette maladie se caractérise par la présence de plusieurs phénotypes. Voilà ce schéma qui décrit mieux l'asthme et sa sévérité par rapport à l'âge. On a la sévérité par rapport à l'enfance et vous avez l'âge adulte. On a l'asthme allergique lié à l'allergie, l'asthme à l'effort et l'asthme sévère. Et dans ces cercles-là, on voit bien que la prépondérance revient à l'asthme allergique, c'est-à-dire c'est le type d'asthme le plus fréquent et le plus important. Et c'est à l'enfance. On voit que la prévalence de l'asthme diminue avec l'âge adulte. C'est pour ça qu'on traite les enfants dès le début de leur crise d'asthme et avec le temps, on estime ou bien on espère que ça guérit bien en fait. Si par exemple vous avez un enfant à par exemple 2 ans, 3 ans, elle est atteinte d'asthme, il y a un grand espoir que ce patient se guérit totalement. Alors quand l'asthme survient à l'âge adulte, c'est un peu plus définitif. En général, c'est inguérissable, ça reste comme maladie chronique pour toute sa vie. Alors pourquoi on s'intéresse à l'asthme aussi bien que d'autres maladies? C'est un motif fréquent de consultation en médecine générale, en pneumologie et aux urgences aussi. Les crises d'asthme aux urgences pédiatriques sont tellement fréquents. Le diagnostic est clinique, plus ou moins un diagnostic spirométrique. La spirométrie, c'est celle qui va permettre de confirmer avec une grande certitude le diagnostic de l'asthme.
La prise en charge globale, et c'est une prise en charge coûteuse. Le pronostic, parce que c'est une maladie souvent bénigne, mais parfois devient fatale, surtout au moment des exacerbations. L'exacerbation des crises d'asthme est la chose qui gêne le plus. Et pour comprendre l'asthme, il faut comprendre surtout sa physiopathologie. Alors, dans la physiopathologie, regardez, on commence. Il s'agit d'une interaction entre les gènes et l'environnement. Vous avez les facteurs de l'environnement et vous avez votre génome. Les personnes avec l'asthme ou bien avec l'allergie respiratoire de façon générale ont une prédisposition génétique, la prédisposition à développer l'asthme. Une fois intriqué avec les facteurs de l'environnement, l'asthme se manifeste. On a des allergènes tels que le froid, tels que les poussières, les irritants chimiques, certains virus, les fumées du tabac. Ce sont les allergènes de l'environnement extérieur. Ils vont solliciter les muscles de l'épithélium bronchique, les cellules de l'épithélium bronchique. Les cellules de l'épithélium bronchique, c'est un muscle, et ce muscle-là va se contracter et va se dilater comme tous les muscles du corps. C'est un muscle lisse. Quand il va se contracter, il va donner une bronchoconstriction, c'est la composante principale de l'asthme, et quand il va se dilater, il va donner la bronchodilatation. Comment ça se déroule? On a besoin un peu plus de revenir au cours d'immunologie. La première des choses, on a la polarisation Th2. On est maintenant situé au niveau de ganglion lymphatique. Au niveau du ganglion lymphatique, la partie corticale du ganglion lymphatique, il y aura des lymphocytes T naïfs, des lymphocytes T qui n'ont jamais reconnu l'antigène. Ici, l'antigène pour nous, ce sont des allergènes, ce sont des particules virales, ce sont des irritants, c'est-à-dire pour notre système immunitaire, ce sont des choses qui ne sont pas en général immunogènes, mais pour un asthmatique avec sa susceptibilité génétique, ça devient très immunogène et très allergique. Ce sont des allergènes pour notre système immunitaire, pour le système immunitaire d'un asthmatique. Les lymphocytes T sont naïfs, ils n'ont jamais reconnu l'antigène. Après la reconnaissance et la formation des lymphocytes T mémoire, ils vont emprunter la voie Th2. En fait, vous connaissez en immunologie, vous avez deux voies, vous avez la Th1 et vous avez la Th2. Ici, c'est Th2. Les lymphocytes Th2, au niveau de la corticale des ganglions lymphatiques, vont se différencier en trois types cellulaires. On a les mastocytes, les basophiles et les éosinophiles. Et chacune de ces cellules a un rôle précis. Ils vont par la suite sécréter des médiateurs inflammatoires. Ce sont ces médiateurs qui sont responsables de toutes les manifestations et tous les symptômes cliniques de l'asthme. On prend par exemple les basophiles. Les basophiles vont contribuer à la réaction inflammatoire. Les mastocytes vont sécréter la fameuse histamine, ou les éosinophiles, avec leurs grains à l'intérieur, vont sécréter, voilà les éosinophiles. En fait, on a un schéma qui explique mieux. On a les mastocytes, les basophiles et les éosinophiles vont sécréter des médiateurs qui vont augmenter la perméabilité des vaisseaux. Ces médiateurs de l'inflammation sécrétée, ils ont à l'origine des modifications structurales, l'hypersécrétion du mucus. Cette hypersécrétion du mucus, c'est celle qui va donner la bronchoconstriction, d'où la sensation de l'essoufflement à l'asthme, et entraîner aussi une vasodilatation ainsi que l'œdème et l'hyperplasie du muscle lisse. L'hyperplasie musculaire lisse va donner aussi par la suite la vasodilatation et l'œdème. Donc, en résumant, l'asthme dans sa physiopathologie est une rencontre entre les facteurs de l'environnement et les facteurs génétiques. Les facteurs de l'environnement vont modifier et moduler l'expression génétique. Ils vont modifier les gènes, modifier notre génome de façon à rendre ce génome susceptible et sensible aux facteurs de l'environnement. Normalement, ces facteurs, dans leur nature, ce ne sont pas des facteurs immunogènes ou bien des facteurs qui déclenchent une réaction immunitaire.
Il y aura toujours, on revient à notre partie, deuxième partie, la polarisation TH2. Il y a ici une interaction entre les lymphocytes T naïfs et les cellules présentatrices d'antigènes. Et ça s'effectue dans la zone lymphocytaire du ganglion lymphatique. Cette interaction entre les lymphocytes T naïfs et les cellules présentatrices d'antigènes est très importante. Très importante en termes de quoi exactement? Interaction entre les lymphocytes T naïfs et les cellules présentatrices d'antigènes. Elle est importante en termes de... va entraîner une interaction, va activer les cellules dendritiques et va activer d'autres types de cellules, va recruter d'autres types cellulaires tels que les mastocytes, les basophiles, les éosinophiles qui vont sécréter des médiateurs responsables de toute la symptomatologie clinique de l'asthme. Voilà ici l'exemple. Les cellules dendritiques participent à la polarisation active. Les mastocytes dans l'activation est corrélée à la sévérité de l'asthme. Plus il y a d'histamine, plus il y a des symptômes. C'est pour cela, on donne des antihistaminiques, principalement dans le traitement de l'asthme, pour réduire un peu la congestion nasale, pour réduire également la symptomatologie rencontrée, les éternuements, la toux. Les basophiles qui participent à la réaction inflammatoire, vous retrouvez tout ça dans le cours du processus inflammatoire de l'anapathe. Et vous avez les éosinophiles qui augmentent la perméabilité vasculaire. Voilà ici, la quatrième étape explique en détail la quatrième et la cinquième étape, commençant par la sécrétion des médiateurs et les modifications structurales qui suivent cette sécrétion, jusqu'à obtenir la bronchoconstriction.